Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue dans On Sport Talk, une sacrée production de On Sport TV. On Sport Talk, c'est une émission qui plonge au cœur de l'actualité sportive dans le monde. Et comme vous le savez, actuellement, le monde vibre au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, 34e édition, qui s'est refermée pas plus tard que le 11 février dernier avec la grande finale qui a opposé la Côte d'Ivoire au Nigeria, lequel match s'est soldé par la victoire des éléphants, 2-1. Alors, nous sommes là pour décrypter cette actualité et également faire un bilan général de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en compagnie de notre consultant sportif, j'ai nommé Hervé, qui est déjà confortablement installé, qui est avec nous. Bonjour Hervé. Bonjour la fleur et bonjour à tous ceux qui nous regardent à l'instant. Comment tu vas? Tu t'es revu de bon pied ce matin, j'espère. Ça fait comme un Ivoirien champion d'Afrique. Donc, faites-la. Alors, on va démarrer tout de suite avec la victoire de la Côte d'Ivoire. Alors, d'après toi, cette victoire-là, est-ce le fait du hasard ou alors c'est tout à fait normal au vu de leur parcours? Honnêtement, c'est très difficile de répondre à cette question-là parce que voilà, qui ont regardé les matchs de la Côte d'Ivoire vont associer à cette victoire l'irrationnel dans la mesure où tout avait mal commencé comme une histoire d'amour pour les Ivoiriens dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Enfin, mal commencé, je vais dire la fin du premier tour, parce qu'ils ont débuté ces Ivoiriens par une très belle victoire d'entrée contre la Guinée-Bissau. Mais la situation a commencé à se compliquer dès la deuxième journée contre le Nigeria, battu 0-1, laminé, humilié en domicile par la Guinée équatoriale, 0 but contre 4. Là alors, tout le monde voyait les Ivoiriens dehors. Il a fallu un concours de circonstances, notamment l'apport des Marocains, parce que voilà, c'est la victoire du Maroc contre la Zambie lors de la dernière journée qui a qualifié la Côte d'Ivoire comme meilleur troisième à l'ultime journée de la phase de poule. Là, alors, comme les Ivoiriens ont l'habitude de dire, on ne meurt pas de fois. En huitième de finale, ils sont venus figurer contre l'ogre de cette compétition, le Sénégal, champion d'Afrique en titre, qui a fait carton plein dans son groupe C de la mort. 3 victoires contre le Cameroun, de la Gambie et contre la Guinée. Le Sénégal est venu sans favori, mais voilà, les Ivoiriens qui avaient aussi par quelque chose d'irrationnel, comme je le mentionnais tantôt, et par ce public. On n'oublie pas aussi l'apport d'Emes Faye, qui a pris la tête de l'équipe après le limogeage, la décision de Jean-Louis Gasset, suite à l'élimination subie contre la Guinée équatoriale. Emes Faye a pris cette équipe-là en 3 jours. Il a eu un discours qui a très certainement marqué les esprits de ces éléphants de Côte d'Ivoire, dans les secrets des dieux, mais j'ose croire. Il a trouvé les mots nécessaires pour remonter le moral des éléphants qui étaient carrément battus. Et face à cette équipe du Sénégal, tout a mal commencé. Et on s'est dit que voilà, que cette équipe-là, voilà, les démons sont là, elle va nous racler, mais non. Côte d'Ivoire, elle a trouvé le moral, tu sais, les Ivoiriens le disent d'habitude entre côtés, découragement n'est pas ivoirien. On l'a vu contre le Sénégal dans ce 8e de finale. Égalisation puis victoire durant la séance des tirs au but. Et là, j'ai l'impression que quelqu'un est déclenché sur les Côte d'Ivoire, associé à ça au merveilleux discours et l'intelligence tactique d'Emes Faye qui était associé à Guy Demel. On a vu des choses incroyables le tour suivant contre le Mali. Comme d'habitude, ils sont menés au score, 1-0. Ils concèdent un carton rouge, Kosunu, qui a été exclu de la rencontre. Donc, juste son quart de finale, mené 0-1 à une infériorité numérique. Comme je le dis encore, découragement n'est pas ivoirien. Ça s'est matérialisé une fois. Victoire finale, 2-1 aux prolongations. Et je pense que dans ce match-là, certes, la Côte d'Ivoire a été dominée tactiquement par le Mali. Pour connaître Eric Chel, le sélectionneur malien, a fait un excellent boulot. Pour moi, c'est le meilleur coach de ce tournoi. Je ne suis rien, je ne suis que un expert. Les experts de la CAF ont et je leur accorde
beaucoup plus de légitimité dans ce tournoi-là. Donc, ce qu'il fallait tactiquement, mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a une étoile. Parce qu'il y avait une étoile au-dessus de sa tête. Tout ce qu'il disait, voilà, tout ce qu'il disait s'est transformé en or. Il a transcendé cette équipe ivoirienne contre le Mali et la victoire au final, 2 buts à 1. Déception pour les Maliens, victoire et joie pour les Ivoiriens. Demi-finale. Et je pense que parmi les 4 matchs en tant que sélectionneur plein de cette équipe de Côte d'Ivoire, le match le plus abouti, c'était une finale contre la République démocratique du Congo. On a vu une équipe ivoirienne ultra dominante qui n'a rien laissé au Congolais, qui était méconnaissable. Cette équipe-là, qui avait l'habitude de pratiquer un très bon de transition avec des milieux de terrain très techniques, Moutoussamy, Gaël Kakuta qui revenait, mais rien n'a fonctionné pratiquement dans l'équipe de Dessa et d'Ivoire à maîtriser cette équipe de la République démocratique du Congo. Belle victoire avec un but de Sébastien Haller qui a inscrit par la même occasion son premier but dans ce tournoi-là et en finale, voilà, le plat de distance. Voilà. Je l'ai dit comme d'habitude, mais bon, d'habitude a été, a été un tout petit peu exemple durant la FPC, mais les mauvaises habitudes ivoiriennes sont revenus en finale et contre l'ouverture du score, même s'il a donné quand même les Nigérians, mais à deuxième minute, on a vu l'équipe de la Côte d'Ivoire qui a finalement remporté cette rencontre avec un excellent Agra. Vraiment, ce jeune homme de 21 ans, je crois, a fait une finale magnifique. Lui qui est première finale à la Coupe d'Afrique des Nations, son premier grand tournoi avec la Côte d'Ivoire, honnêtement, il est sorti homme du match, il a réalisé le doublé de passes décisives, il a permis à la Côte d'Ivoire décrocher cette troisième étoile qui fait d'elle, voilà, le champion d'Afrique 2023 à domicile. Et s'il fallait faire une analyse de cette équipe-là, d'après toi, quels ont été les points forts de la Côte d'Ivoire et leurs points faibles également? Le point fort de la Côte d'Ivoire, honnêtement, ça a été le discours et l'intelligence tactique d'Emes Faye. C'est quelqu'un qui a su galvaniser ses joueurs. Il a insufflé quelque chose à cette équipe de Côte d'Ivoire. Tu sais, dès le départ, Jean-Louis Gasset a fait confiance à la jeunesse. Lors du ouverture, on a un Serge Aurier qui était au banc. Sylvie, j'ai l'impression que lui-même, au début de cette compétition, n'imaginait pas qu'il allait dans cette Coupe d'Afrique des Nations. On a Max Alain Gradel qui avait un rôle de grand frère. Mais au fur et à mesure que les choses ont évolué et que Faye a pris la tête de cette équipe-là d'entrée, il a fait jouer les cartes. Il est revenu, Syrie, métronome au milieu de terrain, Max Alain Gradel, titularisé sur le front de l'attaque de la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il a su, je ne sais pas comment dire ça, mais faire un mélange entre ces anciens ultra expérimentés et cette jeunesse qui est la relève de cette équipe ivoirienne. Et cet assemblage-là a donné quelque chose de magnifique à la Côte d'Ivoire qui a su donc maîtriser ses adversaires, qui a su comprendre et encaisser lorsque la période était difficile et lorsqu'il fallait donc réagir. Cette équipe a très bien réagi avec des attaquants ultra réalistes parce que la Côte d'Ivoire n'a pas beaucoup raté l'occasion de l'Afrique des Nations. Je pense que le coup de tactique d'Emes Faye a été de stabiliser son milieu de terrain. Bien avant l'arrivée de la titularisation de Jean-Michel Siri, au milieu de terrain, tu avais des joueurs qui se marchaient un tout petit peu dessus, surtout au niveau de Fofana, avec, je pense, Sangaré derrière. C'était très difficile à pousser trois de jouer ensemble. Or, avec l'apport de Jean-Michel Siri, qui est plus expérimenté, qui est un tout petit peu légitime dans le vestiaire, et lorsqu'il est titulaire, il faut parler à ces jeunes qui composent lui. Et on l'a vu en temps. Le match contre le Sénégal, il a été parfait. Vraiment, Syrie a fait un match extraordinaire contre le Sénégal. À lui tout seul, il a stabilisé ce milieu de terrain-là. Il a
je sais pas, je manque même de qualificatifs pour décrire la préparation de série contre le Sénégal parce qu'il a calmé les ardeurs de l'ami Camara. Et voilà, on a vu ce que ça a donné. Cette équipe a battu, euh, le Sénégal, a battu contre le Mali, qui est tactiquement un petit peu contrarié, mais les remplacements également ont été payants parce qu'à chaque fois, le Faille a fait un remplacement, soit le joueur a marqué, soit ce joueur-là a contribué pour la victoire de l'équipe. Donc, honnêtement, c'est quelqu'un qui connaissait cet effectif-là. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas s'il n'avait pas son mot à dire lorsque Jean-Luc Gasset était là. J'ai l'impression qu'il connaissait mieux cet effectif que le sélectionneur de départ. Et on a vu en quart de finale, en demi-finale et en finale, il n'a jamais paniqué lorsque son équipe est en difficulté. Il a trouvé les mots justes pour galvaniser ses joueurs, les repositionner, faire en sorte que les cadres ne poussent pas les jeunes et que les jeunes ne soient pas influencés par le jeu des cadres. Et honnêtement, ça c'est. Je ne vais pas dire que le titre de champion d'Afrique est mérité, mais c'est ça qu'on va. Je ne veux pas accorder la chance parce que la chance a souri aux audacieux. L'équipe la plus motivée a gagné cette compétition. La plus motivée, l'équipe la plus motivée. D'accord. Donc, il y a Emers Faye qui a vraiment contribué au rayonnement de la Côte d'Ivoire. On a également Simon Adingra qui a été d'ailleurs élu meilleur jeune joueur par la CAF. Et tu as également parlé de Sébastien Haller qui a joué un rôle décisif lors de la grande finale. Et ça fait au total 2 équipes qui ont eu des distinctions venant de la CAF. Il faut dire qu'à côté de cette équipe, il y a également d'autres joueurs qui se sont démarqués lors de cette grande compétition, la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. On parle notamment du meilleur joueur qui a été... le meilleur joueur qui est Ekong, qui a été désigné en tant que meilleur joueur. Est-ce que, d'après toi, ces distinctions-là sont justes, méritées? On a également le meilleur gardien, William Owen, et on a le meilleur buteur, Sou. Est-ce que, d'après toi, ces distinctions-là sont justes? C'est juste dans la mesure où William Trost Ekong, le capitaine de cette équipe nigériane, a fait un tournoi incroyable. Un défenseur qui a inscrit 3 buts, honnêtement, même du côté de la Côte d'Ivoire, aucun joueur n'a marqué 3 buts. Donc, tu vois, donc, la prestation de William Trost Ekong en tant que défenseur, marquer 3 buts et avoir un impact défensivement dans cette équipe-là, c'est clair que le meilleur joueur de cette compétition-là est largement mérité à mon humble avis. Il faut dire que cette consécration est d'autant plus incroyable dans la mesure où le dernier défenseur à être meilleur joueur d'une Coupe d'Afrique des Nations, il faut remonter dans les années 2000 pour retrouver ça. Et c'était un Camerounais qui est actuellement le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Evin Kissé. Tu dis, pardon? J'ai dit, avant William Trost Ekong, un seul défenseur dans le 21e siècle avait été le meilleur joueur d'une Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était au début des années 2000. Et actuellement, ce joueur-là est le sélectionneur Evin Kissé. Et le sélectionneur de l'équipe? Du Cameroun actuellement. Ça, c'est le piège. Tout simplement. Avant William Trost Ekong, le défenseur qui avait été élu meilleur joueur de la Coupe d'Afrique des Nations, c'était Rigobertson en 2002 lors de la CAN du côté du Mali. Une vingtaine d'années après, un défenseur élu meilleur joueur de la compétition. Et il faut dire que ce titre est mérité pour William Trost Ekong qui a été le leader de cette équipe nigériane qui a pris les choses en main lorsqu'il fallait le pénalty décisif à Côte d'Ivoire. En match de poule, c'est lui qui marque ce pénalty-là. Même chose contre, je pense, l'Afrique du Sud. Si les souvenirs sont bons, si je ne me trompe pas, il a marqué un autre but. Et le troisième but, il a inscrit contre la Côte d'Ivoire. Après, il a propulsé le ballon avec un magnifique coup de tête dans les buts de Yaya Fofana. Donc, pour moi, ce titre de meilleur joueur de la compétition est mérité pour William Trost Ekong. Aussi, ce titre est un tout petit peu incomplet parce que son équipe a été malheureusement vaincu.
Et on a l'impression que finalement, la CAN, tout est possible en Afrique, hein, tout est possible parce que lorsqu'on se rend compte que le meilleur buteur, c'est Sou, il a dépassé carrément Mohamed Salah, il a dépassé Victor Osimhen, pareil pour Sadio Mané. Vraiment, c'était vraiment surprenant, vraiment. Alors maintenant, nous allons parler de l'organisation générale de la CAN. S'il faut faire une comparaison entre cette édition et l'édition précédente, qu'est-ce qui te marque particulièrement? Comment est-ce que tu analyses ça de manière générale? Voilà, honnêtement, comparaison des comparaisons, je vais essayer de naviguer sur de la comparaison. Je dirais que cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a été une merveille. Et je m'associe à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux concernant la magnifique organisation de cette compétition par la République de Côte d'Ivoire qui a vraiment mis les petits plats dans les grands et on l'a ressenti au niveau de la retransmission parce que les records ont été battus, les records de retransmission ont été battus durant cette Coupe d'Afrique des Nations et même au niveau de la couverture médiatique. Vraiment, c'était quelque chose de magnifique. Plusieurs pays se sont présentés et ont eu des accréditations pour diffuser cette Coupe d'Afrique des Nations et la couvrir par la même occasion et au niveau des statistiques. Permets-moi de revenir un tout petit peu en arrière. Il faut dire que parmi les records battus dans cette Coupe d'Afrique des Nations, hormis par ce titre, bien évidemment, on a 118 buts qui ont été inscrits en Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 et c'est le record absolu dans la compétition et cette compétition a donc battu le record précédent qui était de 102 buts et c'était en 2019, la compétition se jouait en Égypte et c'était la première fois que la Coupe d'Afrique des Nations se joue avec 24 nations. Maintenant, je reviens sur ta question. Au niveau de l'organisation, on l'a vu au départ, surtout au niveau de l'affluence dans le stade, c'était un tout petit peu timide, surtout lorsque la Côte d'Ivoire ne jouait pas. Moi, par exemple, j'ai été stupéfait de voir un match Nigeria il y avait pratiquement, il n'y avait même pas 10 000 personnes au stade. Nigeria, Guinée équatoriale. Honnêtement, je me suis dit que voilà, les mauvaises habitudes ont commencé lorsque le pays organisateur ne joue pas, les stades sont vides. Et au fur et à mesure que la compétition a évolué, et notamment le choc entre le Sénégal, je pense que c'est là vraiment que le public pense véritablement venir dans les gradins. Le spectacle était magnifique. Non seulement le spectacle était magnifique, il faut dire aussi que la qualité des pelouses ont favorisé l'excellent travail des footballeurs qu'on a vus. Les pelouses étaient au Coupe du Monde, honnêtement, il faut reconnaître la Côte d'Ivoire, vraiment, des jardiniers à d'autres nations africaines, parce que ces jardiniers-là ont fait un excellent travail. C'était magnifique, le ballon circulait normalement. Aucun sélectionneur, aucun joueur ne s'est plaint de la qualité des infrastructures. Pourtant, lors des précédentes CAN, voilà, l'excuse des perdants, c'était que non, il faisait chaud, non, la pelouse n'était pas. Mais cette fois-ci, peut-être, ils peuvent accuser la chaleur, puis peut-être. Voilà, la chaleur, elle est partout. Même en Europe, en Afrique, ici, on a la saison sèche. Partout dans le monde, à un certain moment de l'année, on fait face à la chaleur. Donc, ça fait partie de notre quotidien, de notre vie. Et là, donc, personne ne s'est plaint de la qualité de la pelouse et c'était magnifique. Et il faut saluer cet état de choses parce que c'est de ça dont on a besoin, surtout cette Afrique, cette partie de l'Afrique qui a beaucoup de problèmes dans l'entretien de la pelouse. Et là, la Côte d'Ivoire a fait un magnifique travail. Et au niveau de l'ambiance dans les gradins, franchement, c'était beau. Sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de, voilà, les Ivoiriens, les Camerounais, les Sénégalais, les Congolais de Kinshasa et tout, mais c'était bon enfant parce que c'est tout ça qui fait le charme de la Coupe d'Afrique des Nations. On est capable de se titiller lorsqu'on est adversaire. On est capable aussi de s'associer pour supporter l'adversaire d'une équipe qu'on n'aime pas, entre guillemets, je mets le n'aime pas entre guillemets, quand on ne supporte pas, je pense que c'est l'expression qui est la plus appropriée. Là, donc, ça s'arrête sur les réseaux sociaux parce qu'on a vu l'antagonisme Cameroun et Côte d'Ivoire au début de la compétition. Mais bien après, les Camerounais se sont associés à leur belle famille, comme ils ont l'habitude de dire. Voilà. Et même des gradins
cet amour-là se fait ressentir et c'était véritablement la canne de l'hospitalité. Vous savez, toute œuvre humaine, aucune œuvre humaine n'est parfaite, il y a certainement des choses à redire, mais mettre en avant ce qui a été bien fait pour également valoriser cette Coupe d'Afrique des Nations et valoriser également le travail des sélectionneurs africains. C'est important de le dire, c'est très important de le dire, parce que moi, Emes Faye a porté la Coupe d'Afrique des Nations avec la Côte d'Ivoire. Bien avant, c'était Aliou Cissé avec le Sénégal et avant Aliou Cissé, c'était Djamel Belmadi avec l'Algérie. Tu constates donc que les 3 dernières éditions de la Coupe d'Afrique des Nations ont été remportées par des sélections coachées par des Africains. Ça démontre également le savoir-faire des Africains sur les bancs de touche, autant pour moi, ces sélectionneurs-là qui étaient un tout petit peu martyrisés, marginalisés même, qui étaient beaucoup plus souvent mis comme sélectionneurs adjoints parce qu'il fallait apprendre, parce qu'il fallait voilà, faire ces choses-là. On voit de quoi capable ces sélectionneurs-là, eux, qui ont terriblement évolué du point de vue tactique, parce qu'on a vu l'Algérie de Djamel Belmadi, c'est plus de 30 matchs sans défaite, et on voyait la qualité de jeu de cette équipe algérienne, le système tactique qui était magnifiquement dirigé de main de maître à Djamel Belmadi. On a vu également Ali Cissé transformer cette équipe du Sénégal à une machine de guerre qui a dominé le championnat, qui a dominé la Coupe d'Afrique des Nations en 2022 au Cameroun, marchant sur ses adversaires. On l'a même vu également lors de cette Coupe d'Afrique des Nations 2023, le Sénégal qui a fait 4-1 durant la première partie de cette Coupe d'Afrique des Nations et Emer Faye, enfin, qui a porté cette équipe de Côte d'Ivoire vers la victoire. Certains parlent de chance, mais je dirais à ces gens-là que la chance sourit aux audacieux parce que si tu n'as pas de talent, si tu n'oses pas dans tes choix, si tu n'oses pas dans ton système tactique, la chance ne viendra pas chez toi. Et cette victoire de la Côte d'Ivoire est également l'œuvre du technicien Emes Faye et je pense que la Fédération ivoirienne de football devrait prolonger l'aventure d'Emes Faye à la tête de cette équipe-là parce que les chances à venir sont très proches. On a les qualifications de la Coupe du Monde 2026. On a également les éliminatoires pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se jouera du côté du Maroc. Donc vraiment, j'associe également ce talent africain sur les bancs de touche à cette partie organisationnelle. Voilà, je vais un petit peu déborder cette question et aller là-bas. Mais bon, je reviens sur la question initiale. On peut dire que du point de vue organisationnel, c'était magnifique. On a vécu des moments incroyables, des rencontres riches en rebondissements. Honnêtement, les supporters des sélections présents dans cette Coupe d'Afrique des Nations sont passés par toutes les émotions. Ouais. Émotions matérialisées par les pleurs pour certains et d'autres qui sont passés de pleurs à la joie. Et je me refais aussi qui ont été longtemps éliminés, qui ont été ne sont pas morts une deuxième fois. Oui, et là, je partage entièrement ton avis sur ce point, vraiment. Alors, et quel est ton top 4 des matchs qui t'ont le plus marqué pendant la compétition? Voilà, mon top 4, j'ai l'embarras du choix. Il y a eu tellement de rencontres magnifiques en Afrique des Nations, mais d'abord, mon numéro 1, c'est la finale. C'est la finale entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Des rencontres qui m'ont fait vibrer, qui m'ont permis de voir que, voilà, une équipe comme la Côte d'Ivoire a généralement des sérieux problèmes de concentration, des sérieux problèmes de justesse technique. Là, c'est une équipe qui a été menée, mais qui a gardé son calme, qui a attaqué quand il lui fallait. Elle a profité des erreurs des Nigériens et elle a su matérialiser ces occasions. Ça, c'est mon premier match. C'est le premier match. Second, c'est le match entre le Mozambique et le Ghana. C'est cette rencontre-là, c'est l'une des rencontres qui ont fait en sorte que la Côte d'Ivoire se qualifie pour les huitièmes de finale. Ça avait bien commencé pour le Ghanéen qui menait 2-0 grâce à 2 pénaltys de Jordan Ayou. À cet instant-là, le Ghana était qualifié pour les huitièmes de finale et la Côte d'Ivoire était extrêmement mal en point. Mais coup de tonnerre, à la fin de cette rencontre-là, l'équipe du Mozambique s'est révoltée et au final, 2 buts partout au terme d'une rencontre vraiment incroyable. 2 buts à 1, je pense.
Sur penalty, les Mozambicains réduisent l'écart. Voilà, bon, c'est un sursaut d'orgueil. Les Ghanéens vont éteindre ça. Mais sur une action anodine, le gardien ghanéen concède le corner. Pourtant, il pouvait tout simplement laisser le ballon sortir. Hein. Il n'avait même pas besoin de toucher le ballon. Ça allait être 5 mètres 50, mais il a, je ne sais pas si c'est délibérément ou la malchance ou quoi que ce soit. Il a donc touché le ballon. Le corner qui s'en est suivi, c'était un but, 2 buts partout. Et le Mozambique empêche le Ghana de se qualifier. Et honnêtement, là, on est très triste pour les Ghanéens qui avaient pourtant un très bel effectif. Mais voilà, ça a permis à la Côte d'Ivoire de survivre et vous connaissez la suite. Mon troisième top, c'est le match Cameroun-Gambie. C'est vrai, en termes de technicité, honnêtement, voilà, ça laisse à désirer. Mais surtout, les différents événements durant cette rencontre-là qui m'ont vraiment marqué. On a le Cameroun qui ouvre le score. Les supporters des Lions sont très heureux. Les Indiens reviennent à la marque. Ils prennent l'avantage. La joie part du côté des Scorpions. On joue, je pense, la 86e minute. Et tout le monde pense que voilà, le Cameroun et les Gambiens rêvent. Coup de tonnerre. Les Lions réalisent l'action qui suivait le coup d'Enzo Tchato centre. Le défenseur guinéen marque contre son camp. Le corner qui suit, Kevin Koudou, troisième passe décisive, et Christopher Ward redonne l'avantage du Cameroun. Il remporte cette rencontre riche en rebondissements, ascenseur émotionnel incroyable du côté gambien du côté du Cameroun. Au final, le Cameroun se gagne cette rencontre contre deux et se qualifie pour le huitième de finale, même si après, les Lions sont tombés. la quatrième rencontre qui a marqué dans cette compétition, c'est le quart de finale entre l'Afrique du Sud et le Cap-Vert. Parce que durant cette rencontre-là, on a un gardien, Ronwen Williams, qui est entré dans l'histoire des grandes compétitions. La rencontre s'est terminée sur un score de 0 but partout durant les 90 minutes du temps réglementaire et les prolongations. Séance de tir au but. Le gardien sud-africain a été incroyable. Ronwen Williams, retenez ce nom. Il a arrêté 4 tirs au but capverdiens. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'un gardien stoppe 4 tirs au but. C'était incroyable. C'est difficile de trouver le superlatif pour qualifier cette performance de Ronwen Williams qui a réussi contre la République démocratique du Congo durant le match. La troisième place, il a stoppé 2 pénaltys durant la séance des tirs au but. Donc, c'est un gardien qui a marqué cette compétition et qui a été logiquement désigné meilleur gardien. Voilà les 4 rencontres qui ont fait balancer mon cœur durant cette 34e édition de la CAN 2023. Ok, il y a un fait qui m'a particulièrement marqué durant la CAN, c'était lors des demi-finales, juste avant le match qui opposait la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire. Il s'est passé un truc au niveau du stade. La République démocratique du Congo qui a dénoncé les violences qu'ils subissent dans leur pays à travers un geste fort. Je ne sais pas si ça vaut la peine. Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. C'était vraiment très, très touchant. Et lorsque j'en parle, je pense à ça maintenant, ça me fait encore de l'effet. Donc, on va terminer avec tes tops et tes flops de cette CAN. Voilà, mes tops et mes flops. Je ne sais pas si les tops, c'est au niveau des joueurs ou des sélections, mais j'irai du côté des joueurs. J'ai parlé des sélections dans l'ensemble. Mes tops, top 3 au niveau des joueurs des nations. Bon, je ne vais pas dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. Top tout simple. Donc, il y a Gelson Dalla, l'Angolais qui a fait une Coupe d'Afrique des Nations incroyable. C'est l'Angolais sorti en quart de finale contre le Nigeria. Mais ce joueur-là a fait une compétition magnifique. Il a mis deuxième meilleur buteur de la Coupe d'Afrique des Nations derrière Émile et derrière Toué, l'Équateur-Guinée qui a été désigné buteur de cette compétition-là. Derrière lui, on a Gelson Dalla de l'Angola qui a fait une compétition magnifique, un joueur extrêmement technique, habile et très efficace devant les buts. Mon autre top, c'est Sinayoko, l'attaquant du Mali, qui est venu de façon anonyme
dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Le Mali qui était à la recherche d'un véritable attaquant dans son effectif. Je pense que Eric Schell a trouvé l'attaquant qu'il lui faut pour son équipe dans l'avenir parce que ce joueur-là a fait une compétition extraordinaire. Lui qui ne joue pourtant pas du côté de Orsay en Ligue 2 française, est incroyable. Il a marqué 3 buts. Il a été quelquefois désigné homme du match et véritablement, il fait partie des méthodes de cette Coupe d'Afrique 2023. Et mon autre, cette partie de mes tops, mon autre top, c'est Georges Kevin Koudou, le Camerounais, qui fait partie des meilleurs passeurs de cette Coupe d'Afrique avec 3 buts. Lui qui disputait sa première grande compétition avec le Cameroun, certes, c'est une débâcle pour les Lions. Individuellement, Georges Kevin Koudou a fait une magnifique Afrique des Nations, très percutant sur le côté, très bon centreur, très bon dribbleur, même s'il a manqué quelquefois d'efficacité devant les buts, il fait partie de mon top. Du côté des flops, je dirais, c'est difficile pour moi, mais bon, je mettrais dans mes flops un joueur pour qui j'ai pourtant énormément d'admiration, c'est Mohamed Salah. Mohamed Salah, certes, il s'est blessé très tôt dans cette Coupe d'Afrique des Nations, mais le premier match qu'il a dit, c'est difficile de donner un bilan de la Coupe d'Afrique des Nations de Salah parce qu'il a été blessé dans la mer. C'est quelqu'un qui cherche ses marques depuis plusieurs années avec cette équipe égyptienne qui n'a jamais gagné de points. Même s'il a joué 2 finales perdues, vous savez, on ne retient pas les perdants de finale. La preuve, c'est que cette équipe du Nigeria va au perdu contre la Côte d'Ivoire. Donc, parmi mes flops, il y a Salah, même s'il a été blessé, c'est quelqu'un qui n'a pas dans cette équipe, égyptienne, lui qui a pourtant joué la première rencontre où l'équipe a failli se faire surprendre, où l'Égypte a failli se surprendre par le Mozambique. L'Égypte a été menée 2 buts à 1. Salah en fin de match, mais vraiment, sa Coupe d'Afrique des Nations est à oublier très rapidement pour lui. Et qui bonus sur les tops, je mettrai aussi Moustapha Mohamed qui a très bien pris le relais de l'attaque égyptienne, lui qui a 4 buts également dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Il est mis 3e buteur de la Coupe d'Afrique des Nations. Mon autre flop dans cette CAN, c'est Koudous. Koudous, le Ghanéen, j'avais énormément d'espoir pour ce joueur-là qui est incroyable du côté de West en Angleterre. Arrivé en Coupe d'Afrique des Nations, j'ai l'impression que la médiocrité ghanéenne a été fatale pour ce joueur qui a pourtant énormément de talent. Certes, il a quelquefois tenté de sauver cette équipe ghanéenne en marquant 2 buts. Mais individuellement, il a été en dessous de ce qu'il est capable de donner. Et j'ose croire que dans un futur très proche, il va prendre véritablement de l'ampleur dans cette du Ghana, qui est un tout petit peu vieillissant, avec des joueurs comme André Ayew qui devraient normalement prendre leur international pour essayer de libérer des joueurs. Il y a beaucoup de respect pour Ayew et qui a du mal à endosser le costume de leader offensif de cette équipe de leader, parce que l'avenir du Ghana, c'est Koudous. Mon autre flop dans cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand même Jean-Luc Gasset, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. J'avais énormément d'espoir, j'étais très confiant quant à la qualité de son travail, et il s'est cassé les dents en phase de poule. C'est vrai, il ne faut pas oublier que si la Côte d'Ivoire est champion d'Afrique, c'est en partie grâce à Jean-Luc Gasset, parce que ces joueurs-là, c'est lui qui les a sélectionnés. C'est lui qui a fait la liste de ces Ivoiriens qui ont remporté la Coupe d'Afrique des Nations. Mais lui qui avait pourtant fait de très belles choses avant cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire qui a fait le carton plein lors des 2 premières journées de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Elle a laminé les Seychelles 9-0 et c'est le record en termes du côté de la Côte d'Ivoire. Cette équipe a battu la Gambie 0 but contre 2, 6 points sur 6, leader de son groupe pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et arrivé en Coupe d'Afrique des Nations, on ne sait pas ce qui a marché. Il a perdu ses moyens. Il a été incapable de rendre cette équipe ivoirienne homogène, d'associer l'esprit ancien à la fougue
de la jeunesse, il était incapable de faire ça et il fait partie de mes flops. C'est vrai que le temps nous tient à la gauche, mais j'ai une dernière petite question pour toi, Hervé. Alors, d'après toi, quelle équipe a démontré le plus de potentiel pour les compétitions futures? C'est le Mali. Le Le Mali, Mali, pourquoi? Pourquoi? le Mali, parce que cette équipe, elle est extrêmement jeune. Elle fait partie des équipes les plus jeunes de ce tournoi. Et c'est une équipe cohérente. Que ce soit en défense, au milieu de terrain et en attaque. Une équipe, techniquement et tactiquement, est incroyable dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais la malchance que le Mali a eue, c'est de croiser Côte d'Ivoire. Que les dieux, les Ivoiriens. Ok, d'accord. Merci beaucoup, Hervé. Merci pour toutes tes explications, pour ton expertise. Oh, c'est sur ce qu'on va terminer ce numéro de On Sport. Et on se dit à très bientôt pour un tout nouveau numéro. Fidèles téléspectateurs, n'hésitez pas à partager. Hein. Ouais, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Partagez et puis on se dit à très bientôt. Bye bye.